Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à notre définition de la santé. Lors des dernières vidéos, nous avons abordé la problématique de comment améliorer les paramètres de santé d'un point de vue physique, la force, la souplesse, l'endurance, les capacités d'adaptation, etc. Puis nous avons vu aussi l'importance de la gestion des conflits psycho-émotionnels, capacité de résilience. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième aspect, le troisième plan qui concerne la santé. Il s'agit de la comprendre ce qu'est notre force vitale. Nous verrons dans une prochaine vidéo les paramètres qui permettent d'évaluer cette force vitale, qui se confond d'ailleurs avec la santé. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment savoir si vous aviez donc un haut potentiel de vitalité, bien définir ce qu'est cette force vitale, cette énergie vitale dont tout le monde parle sans trop savoir ce qu'il en est. Et on verra que c'est un concept de la naturopathie et de l'hygiénisme qui est très important. Voilà, donc c'est parti pour étudier ce qu'est le vitalisme, la force vitale, comment l'entretenir, voire l'améliorer. La philosophie de la naturopathie s'appelle le vitalisme. Elle s'oppose au matérialisme. Nous allons voir que la santé s'appuie sur ce principe vitaliste qui est vraiment hyper important en naturopathie. Pour l'allopathie, le principe sur lequel on s'appuie, la philosophie, c'est le matérialisme. Ce matérialisme consiste à expliquer l'origine de la vie comme étant une agitation moléculaire, c'est-à-dire que pour l'allopathie, la matière est première à la vie. Et cette matière, dans son agitation, suite à des effets d'éclair, alors ça c'est la théorie des années 30 sur l'origine de la vie matérialiste, elle serait arrivée suite à des impulsions électriques venant de l'atmosphère, de l'air, qui en se projetant dans l'eau aurait créé une sorte de mélange de structures de vie, et cette agitation moléculaire aurait créé la vie, le premier être unicellulaire qui ensuite, en se développant, aurait pu engendrer l'évolution que l'on connaît aujourd'hui. La naturopathie, elle, s'appuie sur une toute autre conception. Pour la naturopathie, on va voir les liens qui existent avec la santé. L'origine de la vie est première, c'est-à-dire qu'elle est avant la matière. Et c'est la vie dont on ne connaît pas l'origine exacte. On sait qu'elle existe, qu'elle était là, qu'il y a une énergie autour de nous qui, au contraire, va animer la matière et l'animer, on va dire, plutôt à son profit. C'est-à-dire que cette énergie vitale, tout ce qui va l'intéresser, c'est de maintenir en vie les êtres qu'elle colonise, entre guillemets, qu'elle impulse, pour les maintenir en vie en fonction des paramètres de leur environnement. C'est-à-dire que pour nous, naturopathes, l'énergie vitale est un principe de vie qui nous anime pour nous maintenir en vie quoi qu'il se passe. On appelle ça le principe d'homéostasie, on parle de force vitale auto-guérisseuse, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle agit toujours dans le sens de la santé, toujours dans le sens de la survie. Nous maintenir en vie en fonction de notre environnement. Alors, nous allons essayer de comprendre que cette énergie vitale, elle doit s'accumuler dans notre organisme et elle va être redistribuée en fonction de nos besoins. Comment notre énergie vitale doit être entretenue, ce qu'elle fait en nous et comment nous pouvons éventuellement rehausser notre niveau de vitalité. Alors, je vais vous expliquer que nous naissons avec une constitution qui va nous permettre de capter plus ou moins d'énergie vitale. À l'intérieur de cette constitution, en fonction de notre façon de vivre, nous allons déterminer ce qu'on appelle le tempérament. Le tempérament, c'est la rencontre de notre constitution avec notre façon de vivre, la façon dont nous allons économiser ou dilapider cette énergie vitale. Alors, notre façon de vivre va nous permettre de capter plus ou moins d'éléments vitaux dans notre environnement. Les aliments bien sûr que l'on mange, notre exposition au soleil, le fait de marcher pieds nus ou pas dans la terre, la ionisation, le fait de vivre dans des endroits pollués ou pas, la qualité du sommeil, tout cela va bien sûr influencer notre capacité ou du moins les facteurs pour capter une énergie vitale environnante. Est-ce que vous mangez cru? Est-ce que vous mangez tout cuit? Est-ce que vous vivez dans des endroits bétonnés? Ou est-ce que vous vivez au milieu de la nature? Tout ça, c'est des choses évidentes qui vont faire que nous allons plus ou moins stocker d'énergie
vitale, donc d'énergie nerveuse et d'énergie glandulaire. Cette énergie neuroglandulaire va donner nos capacités réactionnelles d'adaptation. C'est-à-dire que plus nous allons avoir de réserves d'énergie vitale, plus nous allons être capables de faire face à des agressions et d'encaisser des phases inflammatoires telles que celles déclenchées par exemple par une infection comme celle par exemple du Covid-19. Notre environnement nous apporte de l'énergie. Notre constitution nous permet de stocker et ensuite de redistribuer cette énergie vitale. Schématiquement, plus vous dépensez d'un côté, c'est-à-dire plus vous dépensez sur le plan psycho-émotionnel, cortical, par des pensées, des stress, des soucis, ou plus vous dépensez sur le plan musculaire, plus vous dépensez sur le plan donc physique, plus vous dépensez sur le plan digestif parce que vous digérez sans arrêt, et bien cette énergie dépensée sur un de ces pôles ne sera pas, on va dire, disponible pour les autres pôles de votre santé. Donc, on va voir que plus votre niveau d'énergie vitale est disponible, meilleure votre répartition sera et votre capacité à gérer les contraintes de votre environnement sera facilitée. Alors on va vous parler de personnes survitales. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces personnes survitales ? Elles se caractérisent par leur capacité à gérer des grosses charges de travail, à s'adapter malgré des grosses contraintes environnementales. Une personne survitale tiendra facilement dans un sauna très chaud, sera capable de fournir un effort physique de longue durée, d'intensité importante. Elle encaissera une blessure lorsqu'il y aura une petite hémorragie. Elle sera capable d'y faire face en faisant chuter une tension, mais sans plus vous êtes jeune, plus cette énergie vitale va être disponible et votre capacité réactionnelle sera importante. À la différence, un vieillard aura une très faible capacité réactionnelle et une capacité d'adaptation très basse. Attention, bien sûr, toutes les personnes vieillissantes, certaines vont du moins être capables d'entretenir leur énergie vitale et de se fonctionner comme des personnes jeunes. Alors, une personne en capacité vitale importante, lorsqu'elle fera par exemple un exercice ou lorsqu'elle est confrontée à un environnement, pourra s'adapter là où une autre personne va craquer. Par exemple, sur le plan digestif, un survital aura une telle puissance enzymatique, un microbiote d'une telle diversité, une puissance métabolique qui va lui permettre d'assimiler une grande quantité de nutriments dans un gros repas, par exemple, sans manifester de ballonnement ou de fatigue postprandiale, c'est-à-dire de fatigue post-digestive. Alors qu'une personne sous-vitale, soumis au même type de repas, beaucoup plus fragile donc sur le plan digestif, sera incapable de digérer correctement le même repas, c'est-à-dire composé par exemple de 3 à 4 plats. C'est-à-dire que sur le plan physique, cette personne-là va être bien moins capable d'endurer un exercice intense, n'aura pas la même force, la même résistance, ses capacités à réaliser des efforts importants sur de longues durées seront bien moindres. Alors les survitaux feront face à ce type de situation dite stressante parce qu'ils sont capables de mobiliser efficacement leurs ressources neuroglandulaires. Et confrontés à une situation très stressante, ils seront capables de sécréter une très grande quantité de sécrétion d'adrénaline, d'avoir des réactions chaudes lorsque par exemple on les met dans un bain très froid, alors qu'un sous-vital exposé à un bain froid identique ne sera pas capable de mobiliser toutes ses ressources glandulaires ou nerveuses et il va s'épuiser rapidement. Donc là où un survital tiendrait par exemple 10 minutes dans un bain à 5 degrés avant de passer en hypothermie, un sous-vital, lui, va y basculer en moins de 3 minutes. Alors, cette énergie vitale élevée est un avantage pour faciliter de nombreuses adaptations. Oui, elle est un facteur de santé, nous l'avons déjà dit, vous connaissez les principes de l'hormèse peut-être, sinon renseignez-vous, mais notre énergie vitale ne nous est d'aucune utilité pour faire face à ce que l'on appelle des contraintes purement psychologiques, du moins des conflits purement psycho-émotionnels. Alors j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je tenais à faire cette précision parce que les personnes qui pensent développer leur capacité d'adaptation en faisant des principes hormétiques, en s'exposant à des contraintes environnementales très fortes, pensent être invincibles et ne plus jamais tomber malades. Mais c'est une erreur, car confrontés à un conflit psychologique, qui en fait le conflit peut être de leur vie, ou du moins un stress qui peut réveiller une problématique de leur enfance très importante qui n'est toujours pas réglée, et bien face à ces conflits très douloureux, ces personnes-là peuvent tout de même s'écrouler, grande énergie vitale ou pas.
Par exemple, si dans mon enfance, j'ai été délaissé par mes parents, avec un ressenti d'abandon intense, plus tard, lorsque cette même personne, lorsque je suis confronté à une séparation affective, cela peut réveiller en moi cet énorme conflit d'abandon qui n'a toujours pas été réglé. Et même avec beaucoup d'énergie vitale, ce stress majeur pourra devenir ingérable pour moi et mon corps n'aura pas d'autre échappatoire qu'une somatisation à travers un symptôme particulier. C'est-à-dire que mon énergie vitale n'empêche pas la maladie, car la maladie n'est pas un ennemi, elle n'est pas un dérèglement, elle n'est pas liée à l'épuisement, elle n'est pas liée qu'à une intoxication. Elle est même parfois nécessaire et un passage obligé pour dépasser certains conflits et me conduire à la santé. Alors toute cette approche-là, bien sûr, je la décris en séminaire, il faut du temps pour la comprendre, elle ne correspond pas tout à fait au cadre défini de la maladie dans la naturopathie ou par les hygiénistes, mais c'est quand même un domaine très important et fabuleux que je vous invite à découvrir. Alors, nous ne sommes pas égaux face à la santé, nous n'avons pas tous des mêmes capacités à stocker l'énergie vitale, tout ça dépend en grande partie de notre hérédité, mais n'oubliez pas que la santé se gagne aussi en entretenant les conditions qui vont nous permettre d'améliorer ces capacités de stockage, de redistribution de cette énergie vitale, mais surtout de capter cette énergie vitale dans notre quotidien qui reste très important. Donc, n'oubliez pas, la santé se gagne en nous plaçant dans des conditions idéales. Et ces conditions idéales, elles s'apprennent. Je vous en parlerai dans certaines vidéos. Mais en tout cas, nous allons voir que notre environnement constitue une réserve très importante pour capter cette énergie vitale. Je vous dis à la prochaine fois. Nous décrirons les paramètres qui permettent d'évaluer notre niveau de vitalité dans la prochaine vidéo. C'était Jean-Brice Tivan. Toutes nos informations sur alsacenaturo.com si vous avez des renseignements sur nos formations ou stages. À très bientôt.